La matinale de Géopolitique Profonde continue, chers spectateurs, et là on passe à une courte chronique économique. Et oui, c'est le retour des chroniques économiques, comme vous avez pu le voir avec la précédente, avec le grand retour de Andy Bussaglia. Bonjour Andy. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Donc Andy, lors de la précédente chronique que l'on a pu diffuser, eh bien, on a parlé de la santé du marché américain. C'est un peu le bilan de 2024. On s'est aussi concentré sur l'aspect technologique, de la modification des marchés financiers et voilà, de certains indicateurs qui sont toujours nécessaires à la fois en tant qu'investisseur, c'est certain, mais aussi lorsqu'on est un observateur de la géopolitique mondiale, parce que ça permet de découvrir voilà, des terrains où il peut y avoir des développements, des guerres, des conflits, etc. Et là, j'aimerais que l'on fasse une chronique très très simple, très pédagogique, parce que on parle souvent de problématiques économiques. Les Français le savent très bien parce que nous avons énormément de problèmes sur le plan économique sous différents aspects. On parle souvent même de la dette, mais il y a un terme que l'on découvre et qu'on voit souvent. On parle de bons du trésor américain. Alors ça peut paraître, moi représente le néophyte parfait, donc je vais assumer cette question de débutant, même si ça peut paraître idiote pour certains. C'est Andy, qu'est-ce qu'on entend exactement par bon du trésor américain et qu'est-ce que ça représente dans toutes les discussions économiques qu'on a aujourd'hui en fait? Et oui, c'est vrai qu'on en parle souvent, un bon du trésor, c'est un terme qui revient, très, très souvent dans la littérature financière. Mais finalement, il faut vraiment le voir comme un titre de dette, hein. Finalement, le bon du trésor américain, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une représentation d'un titre, c'est un titre de créance, envers l'État américain, hein. Finalement, quand l'État américain, émet de la dette pour se financer, hein, parce que c'est bien le budget américain est plutôt déséquilibré. Donc, on continue. Le gouvernement émet de la dette sur les marchés pour se financer. Eh bien, ceux qui financent les États-Unis par ce biais-là achètent en fait des bons du Trésor, hein, qui sont émis par le gouvernement fédéral, et donc vous détenez un bon du trésor, vous êtes créancier, et c'est une promesse d'être remboursé plus tard, à une échéance donnée. Donc vous avez des bons du trésor qui existent sur plusieurs échéances, hein. Vous avez tout un ensemble d'échéances. La référence principale étant celle du 10 ans. Ouais, c'est celle qu'on évoque le plus souvent, hein. C'est le bon du trésor à 10 ans, et c'est en fait rien d'autre qu'un titre de créance envers l'État américain. Mmh. Et ça, c'est quand même important, je pense, d'en parler parce que donc Andy Bisseguet, qui est conseiller en gestion de patrimoine, qui gère son propre bureau, c'est Mon Bureau Patrimonial, de Mon bureau manière, patrimonial, tout à fait. exactement, bureau indépendant et Andy Bussaglia donc produit des synthèses financières, des synthèses que vous retrouvez également dans la revue mensuelle de Géopolitique Profonde et c'est parce qu'en observant, les différents, textes qu'on a pu découvrir dans la revue, eh bien, on voit que les bons du Trésor américain représentent la base du système monétaire, non pas américain, mais mondial. Et là, je me dis, Ouais. ça semble quand même important de pouvoir en parler un petit peu plus. Donc, est-ce que tu aurais donc voilà plus d'explications, vraiment très simples, pédagogiques, pour essayer de nous faire comprendre l'importance de ces bons-là. Ouais. Peut-être aussi nous dire comment est-ce qu'ils sont répartis. Est-ce que c'est un point de tension aujourd'hui? Est-ce que c'est comment comprendre tout cet aspect-là en fait? Ouais, ouais, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent comme la pierre angulaire du système, hein, et à raison, hein, parce que c'est un des outils financiers les plus répandus. Parce que la dette américaine est colossale, hein, donc forcément, il y a beaucoup de bons du trésor en circulation. Et donc, le bon du trésor, c'est reconnu comme un outil financier, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes un investisseur, une institution, une banque, quand vous détenez un bon du trésor, vous pouvez l'utiliser ensuite comme un collatéral pour aller faire d'autres choses, hein. Une banque qui a par exemple des bons du trésor dans son bilan, elle va utiliser ces bons du trésor en portefeuille pour aller emprunter sur les marchés éventuellement et faire encore d'autres choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vraiment utilisé, là je donne un exemple, mais c'est de cette manière-là que peuvent être utilisés les bons du trésor, hein, par les institutions. Elles les portent dans leur bilan et c'est vraiment un outil qui permet d'être utilisé comme collatéral pour aller faire du levier, par exemple, sur les marchés financiers. Et on comprend là toute son importance parce que du coup, ça veut dire que les institutions, notamment les banques, ont beaucoup de bons du trésor dans leur portefeuille. Et forcément, alors
petite effectivement minute pédagogique là-dessus. Quand on a quand on a une valorisation de ce bon du trésor qui est en continu, c'est-à-dire que là, quand vous achetez un bon du trésor à 10 ans pour une valeur nominale, par exemple de 1000 euros, il faut bien avoir en tête que à tout moment, vous pouvez vous séparer de votre bon du trésor, vous pouvez le revendre à un autre investisseur, et ça va se faire à un cours donné qui dépend des conditions du marché du moment. Et ces conditions de marché sont en général, pour la majeure partie, définies par les taux d'intérêt. C'est-à-dire que pour raisonner de manière très simplifiée, hein, quand vous avez des taux d'intérêt qui montent, la valeur des bons du trésor baisse, et inversement, quand vous avez les taux qui baissent, la valeur des bons du trésor monte. Et on comprend assez facilement pourquoi. C'est tout simplement parce que quand vous avez un investisseur qui souhaite aller acheter des bons du trésor, si vous voulez, là, à l'instant T, j'achète des bons du trésor à 10 ans, ils sont à 4,7%. Si dans 2 semaines, les mêmes bons du trésor émis par l'État américain sont à 5%, ça veut dire que les nouveaux investisseurs qui vont se présenter sur le marché, ils vont préférer acheter les bons du trésor nouvellement émis à 5% parce qu'ils offrent plus de rémunération en intérêt, plutôt que d'aller me racheter le mien qui ne paye que, entre guillemets, 4,7%. Donc résultat, mes 1000 euros que j'avais investis en bons du trésor à 4,7%, si je veux m'en séparer à l'instant T sans attendre l'échéance, je suis obligé d'accepter une décote dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que quand les taux montent, finalement, ça fait baisser la valeur des bons du trésor que vous avez en portefeuille. Mais c'est valable globalement pour tous les instruments de taux et de dette. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Et puis, globalement, c'est vraiment la pierre angulaire du système financier, parce que, comme j'ai indiqué, c'est vraiment utilisé dans les bilans pour aller faire d'autres choses, hein, pour avoir une capacité bilancielle, comme on peut appeler ça comme ça, hein, une capacité bilancielle, c'est-à-dire quand vous avez des bons du trésor dans votre bilan, ça vous permet d'aller faire d'autres choses sur les marchés financiers. Et on comprend bien que quand vous avez des remontées de taux telles que celles qu'on a eues depuis globalement maintenant 3 ans, ça laisse des traces dans les bilans des banques et des institutions financières, hein, parce que forcément, tous les bons du trésor qui avaient été achetés à 1% ou 2%, aujourd'hui, ces bons du trésor ont potentiellement perdu une valeur assez importante dans les bilans, en tout cas à l'instant T. Tant que parce que c'est toujours pareil, hein, un bon du trésor, on rappelle aussi le concept, hein, si on va jusqu'au bout, si je prends un bon du trésor à 10 ans, normalement, si je laisse passer les 10 ans, là, je récupère, si j'avais mis 1000 euros au départ, ou 1000 $, je récupérerai 1000 $ à la fin, au bout des 10 ans. Mais effectivement, entre-temps, la valeur de mon bon du trésor aura considérablement évolué, elle aura varié dans le temps. Et effectivement, c'est un vrai sujet pour la remontée des taux qu'on a eu ces dernières années est un sujet d'importance pour les banques et les institutions financières, puisque quand vous avez une remontée de taux, forcément, du coup, ça dévalorise votre portefeuille obligataire, et derrière, ça pose tout un tas de problèmes sur ce que vous avez, sur la valeur des titres que vous avez en portefeuille, finalement. Donc, on va peut-être en parler, mais ça pose tout un tas de questions, hein, derrière. Et oui, et d'autres questions pour continuer en fait à contextualiser, des questions simples et rapides. Depuis combien d'années il y a ces émissions de bons du trésor? Alors, depuis combien d'années? C'est-à-dire depuis... C'est-à-dire à partir de quand les États-Unis ont commencé à diffuser ces fameux bons du trésor américain? Ça peut paraître encore une fois Ah une question là, naïve, ouais, mais ouais, la création de la Fed, c'était dans les années 1900, mais je pense pas que ce soit lié parce que c'est pas la Fed qui émet les bons du trésor, hein, c'est bien le gouvernement fédéral. Donc, en fait, les bons du trésor, ça existe depuis, je pense, il faudrait vérifier, mais je pense que ça existe depuis l'existence même du gouvernement fédéral américain, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui permet qui permet à qui permet aux États-Unis, pardon, de se financer directement sur les marchés, hein. Si je pose cette question, c'est parce que lorsqu'on regarde l'histoire économique, soit des États-Unis ou même de la France, surtout lorsqu'on s'intéresse à la dette, on voit une récurrence pour de nombreux pays et de ce phénomène, c'est qu'il y a eu une explosion de la dette partout dans le monde.
il y a souvent des points de crise où la dette explose. Donc moi, je me pose la question, est-ce que ces émissions-là de bons du Trésor américain, est-ce qu'on peut observer une sorte de corrélation ou une modification interne lorsqu'il y a eu cette explosion de la dette américaine? C'est une question que je me pose. Oui, tout J'espère. à fait. En fait, c'est vraiment de la dette américaine. C'est-à-dire que les bons du Trésor, c'est pour celui qui achète le bon du Trésor, celui qui achète a une position de créancier. Et le débiteur, c'est l'État américain. C'est la dette, en fait, de l'État américain. Donc, en réalité, quand les États-Unis émettent de la dette, ils les émettent en bons du Trésor. Et les bons du Trésor sont juste l'appellation de l'instrument qui symbolise cette dette, finalement, hein, ou cette créance, selon le côté où on se trouve, hein. Donc, du côté pour les États-Unis, c'est une dette, et pour celui qui détient l'instrument en question, la créance, c'est une créance, justement. Mm. Donc, effectivement, il y a eu un développement faramineux des bons du Trésor ces dernières décennies, avec l'endettement explosif du gouvernement fédéral américain. Donc, forcément, aujourd'hui, les bons du Trésor, la quantité de bons du Trésor en circulation est extrêmement importante. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on a du mal à voir les limites, hein, quand même, du système, parce qu'on peut se poser des questions, hein, sur l'endettement excessif des États-Unis. Mais c'est vrai que les Américains sont très forts pour ça. C'est que parce que je veux dire, les Américains n'ont pas eu un budget équilibré depuis les années 70, hein, donc, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en déficit, donc ils accumulent de la dette. Mais c'est là où ils sont très forts, et ils le doivent historiquement, à part leur force, effectivement, leur armée, leur poids géopolitique. Le dollar, c'est l'instrument, finalement, c'est le dollar et les bons du Trésor, c'est la pierre angulaire du système, finalement. C'est un instrument qui est utilisé par tout un tas d'acteurs dans le monde. Et justement, quand les États-Unis émettent de la dette, donc on pourrait se dire, ils accumulent de la dette, c'est pas bon pour eux. Finalement, eux, jusqu'à maintenant, quand ils émettaient de la dette, c'était entre guillemets, donc ça crée un déficit qui est refinancé sur les marchés. Et en fait, comment dire, les opérateurs qui vont financer l'État américain, ils vont en quelque sorte réinjecter cet argent le plus souvent dans le système américain. C'est pour ça qu'on dit que les Américains recyclent, en fait, enfin, en tout cas, le reste du monde recycle les déficits américains en actifs américains, parce que justement, ces fameux bons du Trésor servent de collatéral pour tout un ensemble d'opérations financières qui vont avoir lieu aux États-Unis. Ah, donc, voilà, Mm. ça reste la base du système, parce que effectivement, c'est utilisé comme collatéral, hein. Donc, et le fait de faire toujours plus des déficits, jusqu'à maintenant, ça fonctionne plutôt pas mal pour eux, parce que effectivement, les opérateurs qui achètent des bons du Trésor l'utilisent après, pour aller faire d'autres opérations financières dans le système américain. Donc, c'est plutôt bon jusqu'à maintenant pour les États-Unis. Bien sûr, il y aura une limite à un moment donné, peut-être. Bien sûr, parce que ça c'est un point quand même extrêmement intéressant, parce que ça peut sonner très paradoxal, ou illogique, où on dirait qu'il y a un problème avec le réel, c'est-à-dire de pouvoir émettre autant de dettes et que ça puisse être recyclé, et que surtout que ça puisse devenir donc l'aspect collatéral. J'espère que là les auditeurs auront compris l'importance de ce que ça signifie, et de représenter encore une fois la puissance américaine. Donc dernière question, parce que voilà, c'est vraiment pour moi une chronique que je voulais simple et pédagogique sur cet aspect-là. On pourra en développer d'autres, parce que ça ouvre plein de portes et plein de sujets à développer. C'est que là, on parle d'émission de dette, et donc le fait de posséder de la dette américaine, et qu'on peut après donc échanger. Quel pays possède le plus de bons de trésor américains? Eh bien, très bonne question, et franchement, je n'ai même pas la réponse, je l'ai même pas en tête. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces dernières années, l'un des principaux acheteurs de la dette fédérale, c'était la Fed elle-même. C'est-à-dire Hmm. que c'était la Réserve fédérale américaine qui rachetait la dette de l'État américain. Il y a eu une sorte d'autofinancement. Vous aviez la Fed qui rachetait toute la dette qui était émise par le gouvernement américain. Alors historiquement, on sait que les Chinois sont de gros détenteurs de bons du Trésor, mais on a pu voir ces derniers temps qu'ils cherchaient quand même un peu à s'en délester et à diversifier leurs réserves de change.
Mais c'est vrai que j'ai pas l'élément en tête. Par contre, je sais pas aujourd'hui si on prend. Je pourrais pas vous dire qui est le principal détenteur de dette américaine. C'est vrai que ça serait Même je pense que là intéressant. où la réponse peut rester en fait intéressante, parce que c'est pas forcément le principal, parce que ça, je pense que ça peut varier, mais c'est pour connaître le podium. Parce qu'une fois qu'on s'intéresse au podium, déjà on entend parler de la Chine. Et le problème, c'est que la Chine, la relation Chine-États-Unis, c'est une relation, on dirait, d'amour et de haine sur différents Ouais, sujets. Sur des sujets, ils se font une guerre technologique totale. Sur le plan économique, il y a des aspects de guerre en termes de transactions, mais aussi de coopération pour des ressources stratégiques. Et le plan militaire, bon, ben, on connaît tous certaines situations, comme à Taïwan, etc. Donc ça semble assez curieux de se dire qu'un pays puisse détenir de la dette américaine quand il peut y avoir une position finalement d'ennemi sous certains aspects. Et là, je me demande tout simplement sur le podium, quels sont les pays que l'on peut voir sur ce podium, pas forcément un podium à 3 places, mais ce serait voilà, une liste des principaux pays. Je pense que ça peut être intéressant, ouais, ouais. surtout après de savoir quelle peut être la tendance. Là, par exemple, c'est vrai qu'on sait que la Chine se débarrasse petit à petit, ce qui est un indicateur quand même important. Vous avez le Japon aussi, hein. Le Japon, c'est aussi un gros détenteur historiquement de dette américaine, hein, et on comprend bien pourquoi, hein, parce que bah, le Japon, ils ont un petit souci en termes de démographie et comment dire, des sujets de déflation avec des taux qui sont à des niveaux extrêmement bas et où justement, chez eux, ça a fonctionné jusqu'à maintenant parce que, ils arrivaient à diversifier leur épargne, ailleurs dans le monde et à retirer effectivement des intérêts importants en investissant, dans d'autres instruments, hein. Et puis c'est même un comment dire? C'est un phénomène que l'on voit à plus grande échelle, notamment par le carry trade, c'est-à-dire l'opération par laquelle un certain nombre d'investisseurs vont emprunter du yen parce que les taux sont bas et vont aller acheter des bons du trésor avec parce qu'aujourd'hui ils sont à 4,70. Et ils jouent sur l'écart de rendement entre les 2. Et vous voyez à quel point les choses peuvent être, significatives, hein. On regarde aujourd'hui le poids du carry trade, c'est colossal, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des investisseurs qui font ça vraiment en masse, à grande échelle, à très, très grande échelle. Vous empruntez en yen à taux bas, vous investissez aux États-Unis en bons du trésor à un taux bien plus élevé, et du coup, vous encaissez la différence. Et bon, bah forcément, on l'a bien vu l'été dernier, hein, quand le yen se renchérit, que les taux remontent, parce qu'il faut aussi combattre l'inflation au Japon, malheureusement, hein. Il y a des sujets d'inflation qui reviennent, hein, potentiellement également au Japon. Bah, quand il faut relever les taux, bah là, ça fait mal, hein, parce que tous ceux qui avaient emprunté à taux bas en yen, bah, ils subissent des appels de marge. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de rembourser en catastrophe les yens empruntés, et du coup, ils doivent déboucler les positions qu'ils avaient en face, donc notamment au bond du trésor américain, ce qui peut avoir pour effet de faire monter les taux et de perturber le financement du Trésor. Parce qu'on le rappelle, hein, le taux des bons du Trésor définit aussi à quel taux se financent les États-Unis. Et donc, quand on voit l'état de leurs finances publiques et l'ampleur du coût des intérêts de la dette aujourd'hui, hein, on rappelle que le coût des intérêts de la dette aux États-Unis, c'est supérieur au budget de l'éducation, par exemple, hein. Donc, on parle aussi de dépasser le budget de la défense, hein. Donc ça devient colossal, hein. Je veux dire, quand vous prenez le poste des intérêts de la dette aux USA, c'est complètement fou. Donc, ces opérations de carry trade, justement, eh ben, c'est un autre sujet, hein. On en parlera peut-être lors d'une prochaine chronique, mais ça fait partie des choses qui peuvent être des sujets de déséquilibre, hein, dans le monde financier. Et oui, c'est un sujet très intéressant et je donne la réponse, que la réponse, tu l'as donnée, Andy. Eh bien oui, sur le podium, c'est le Japon normalement qui reste en première place, hein. On sait que c'était le plus important, donc tu as la réponse. Et c'est vrai qu'on a la Chine derrière et c'est intéressant de voir les autres pays, parce que je sais on a par exemple le Royaume-Uni aussi qui est en haute place lorsqu'on prend vraiment un seul État. Et c'est intéressant de voir déjà la complexité de ce système qui fait un peu mal au cerveau, honnêtement, quand on voit un côté qui semble assez illogique, surtout lorsqu'on voit qu'il y a un système de recyclage interne, mais de voir à la fin
la problématique de dépendance qu'il peut y avoir lorsqu'on voit une situation économique grave comme celle du Japon, c'est quand même à observer. Ça montre encore une fois le pouvoir de levier américain. C'est-à-dire que même en difficulté, même avec de la dette, les États-Unis arrivent à garder quand même un phénomène de pression sur des pays finalement. Enfin, ça, c'est quand même un phénomène toujours impressionnant à observer. Et c'est fou de voir à quel point ces équilibres finalement se sont constitués au fil du temps, mais sont assez fragiles finalement. C'est-à-dire que là, le carry trade, on se dit potentiellement, si le yen remonte, que les taux au Japon remontent, ça met en péril des pans entiers du système financier. C'est colossal. Exactement. Et là, c'est pour ça qu'avec l'évolution géopolitique mondiale, nos spectateurs le savent déjà, la position de la Chine, avec la prise de pouvoir effective de Donald Trump, et si justement les tensions entre les États-Unis et la Chine continuent à augmenter, on peut voir certaines modifications qui pourront avoir lieu. Et ça peut avoir un impact majeur sur l'économie américaine, et donc l'économie aussi européenne, et in fine aussi, notre beau pays, magnifique pays qu'est la France. Merci beaucoup Andy, c'était chronique synthétique et pédagogique pour faire découvrir un petit peu ces termes qui sont quand même importants parce que ça fait partie des fondamentaux. Donc on aura l'occasion. Merci Raphaël, c'était un plaisir d'échanger. Exactement, plaisir partagé comme toujours, parce que moi j'en apprends aussi à chaque fois beaucoup, ça me permet de faire aussi des rappels. Donc je le rappelle, Andy Busaglia, mon bureau patrimonial à Grenoble, en indépendant, conseiller en gestion de patrimoine, il nous fait le plaisir maintenant pour cette nouvelle année de participer sur ces chroniques-là, et vous avez pu découvrir les synthèses financières qu'il produit et que vous retrouvez également dans la revue mensuelle qui permet d'avoir toutes ces informations sur le plan macroéconomique, ce qui est très important parce qu'encore une fois, quand l'économie américaine est touchée ou même mondiale, il faut regarder les États-Unis, et quand on voit que les États-Unis sont affectés par quelque chose, ça touche l'Europe et aussi la France. Voilà. Merci beaucoup Andy, et on se retrouve pour une prochaine chronique très bientôt, pas la semaine prochaine, et je vais laisser la place tout de suite à Nicolas Stocker. Et vous appelez à la mise en place d'un numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État, et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.